Si nous allons aborder maintenant l'inspiration du poète de Nicolas Poussin du musée du Louvre, avec Clarisse Delmas, responsable des ateliers de peinture du site de Flore, du C2, et Frédéric Pellas, conservateur-restaurateur de peinture. Merci beaucoup. Vous avez a priori une demi-heure. Oui. Oui, c'est vrai. J'arrive. Alors, nous allons vous présenter la restauration d'un tableau de Nicolas Poussin. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Donc, nous allons vous présenter la restauration d'un tableau de Nicolas Poussin, l'inspiration du poète. C'est un tableau du musée du Louvre. C'est un tableau peint à l'huile sur toile. Ses dimensions sont d'1,82 m sur 2,13 m. Donc, le pilote de la restauration, c'est Clarisse Delmas, responsable des ateliers peinture au C2RMF. Les restaurateurs du support sont Luc Hurter et Jean-Pascal Viala. Et pour la couche picturale, c'est Bénédicte Trémolière et moi-même, Frédéric Pellas. Donc. La restauration a été réalisée dans les ateliers de restauration des peintures du C2RMF, le site de Flore, de juillet 2018 à septembre 2019. Je passe la parole maintenant à Clarisse. Donc, photo suivante. Sur ce format pratiquement carré se déploie un Parnasse avec 3 grandes figures. Au centre est assis Apollon, dieu de la lumière, de la poésie et de la musique. De son bras droit, il prend appui sur une lyre sans corde et désigne de sa main le poète. Le poète se tient debout devant lui, la plume à la main, et puis son inspiration en levant les yeux vers le ciel. Un poutis s'apprête à le couronner de laurier. Placé de façon symétrique au poète, derrière Apollon, se tient la muse, Euterpe, reconnaissable à sa flûte. Enfin, au premier plan, un poutis porte une couronne de laurier et un livre sur lequel est écrit « Odyssea ». Sur le sol, on voit 2 autres ouvrages portant les inscriptions « Ilias » et « Aénidos ». Photo suivante. Le tableau se situe dans l'œuvre de Poussin probablement autour de 1630 et son commanditaire demeure inconnu. Sa présence est attestée pour la première fois en 1653 dans les collections du cardinal de Mazarin et dans son inventaire après décès en 1661. Après un passage dans les collections du marquis de Lassay, on le retrouve ensuite dans la galerie de la comtesse de Verrue, où il encadrait avec le Tancred et Herminie du Guerchin le Charles Ier, roi d'Angleterre de Van Dyck, aujourd'hui au Louvre. Le tableau reste encore en France jusqu'en 1772, avant d'être transféré en Angleterre, où il passera entre les mains de plusieurs aristocrates. Il est en 1824 dans la collection Hope et retourne en France en 1910, où il est en vente chez le marchand Trotti. L'année suivante, il est acquis par le Louvre. Photo suivante. L'état matériel du support avant restauration est globalement bon. Il est rentoilé, l'ensemble est tendu sur un châssis en résineux à clé, probablement du 19e. Photo suivante. La réflectographie dans l'infrarouge montre que la partie centrale est constituée d'un seul lait de toile de lin ou de chanvre, encadré de 4 agrandissements de hauteurs différentes que l'on voit en bleu sur la photo. L'agrandissement supérieur de 10 cm 0,5 étant le plus important. Les agrandissements sont constitués de réemploi de fragments d'anciennes toiles peintes et vernis de différentes provenances. Sur l'image, on voit également 2 déchirures. En rouge, une déchirure multidirectionnelle et en jaune, une petite déchirure horizontale. Avant son entrée au Louvre, aucun document ne donne d'éléments techniques sur l'inspiration du poète, en dehors des dimensions retrouvées dans l'inventaire après décès de 1661 du cardinal de Mazarin, où l'on note que le tableau était plus petit, 1,63 m sur 1,93 m. Le dossier de restauration de la documentation du C2RMF
offre quant à lui des données reconstituant un historique des constats, des études scientifiques et des restaurations menées au cours du XXe siècle et XXIe siècle. Photo suivante. Évacuée du musée au début de la Première Guerre mondiale, la toile subit à son retour un accident lors de son accrochage dans la salle Denon. Accident qui provoque, selon la fiche de santé, une déchirure, je cite, dans le ciel et dans l'amour, et une intervention de transposition suivie d'une restauration par Lucien Aubert au cours des années 1920-1921. Cette information concernant la transposition a été reprise quasi unanimement jusqu'à nos jours. Photo suivante. Il a été convenu, avant l'intervention de restauration du tableau, que les agrandissements seraient conservés. Le traitement proposé pour le support a consisté en une remise en ordre avec amélioration des déformations de la surface, le traitement des bords et la pose de bandes de tension. Lors de cette remise en ordre est apparu que le tableau n'était pas transposé, que l'œuvre avait été probablement rentoilée au moins 2 fois. Photo suivante. Que l'accident mentionné sur la fiche de santé ne concernait pas la grande déchirure que l'on voyait sur la photo précédente en rouge, localisée dans le ciel, mais une plus petite, horizontale d'environ 2 cm dans le tronc d'arbre situé derrière la tête d'Apollon. Elle est visible au revers, elle correspond à la ligne foncée due à la pose d'un adhésif. En effet, la forme de la grande déchirure éclatée, multidirectionnelle, non visible au revers, n'a pu concerner que la toile originale. Aussi, si la peinture, lors de l'accident de 1919, était rentoilée, la typologie de celle-ci aurait dû être tout autre. Les informations manuscrites sur la fiche de santé ont induit des erreurs concernant les restaurations qui auraient été menées en 1920-21. L'absence d'archives de commission, de documents comptables, de comptes rendus relatifs à des interventions aussi importantes nous permettent d'affirmer aujourd'hui qu'elles n'ont probablement pas eu lieu sur ce tableau. Photo suivante. Donc ici, on va aborder la restauration. Et sur la photo de droite, donc pour vous à droite, c'est bien à droite, vous avez le tableau avant restauration. C'est simplement pour vous donner la vision un petit peu du tableau avant restauration, c'est-à-dire ce vernis très jauni et qui était même qui allait même jusqu'à la avec un réseau de craquelures très prononcé, qui allait même jusqu'à la microfiguration, le chancy, notamment pour le vêtement bleu de Virgile, du poète. Vous pouvez aussi visualiser le problème essentiel de ce tableau, c'était par rapport aux restaurations identifiables avant restauration, c'est-à-dire les agrandissements périphériques où on voit une zone un peu plus sombre sur toute la périphérie. C'est plus visible sur le schéma de gauche. Vous avez en rouge sombre les agrandissements, les premiers agrandissements. On n'a pas très bien su dater exactement de quelle époque ils étaient. Et en rouge plus soutenu, vous avez les réaccords qui sont, eux, attribués à Zésos en 1952. Vous avez aussi en rouge les déchirures avec les repeints et les 3 écritures sur les 3 livres en bas. Photo suivante. Ici, pour avoir un peu une vue rapprochée, vous avez toujours ces repeints visibles avant restauration, c'est-à-dire sur la photo de droite, si je ne me trompe pas, c'est ça. Vous avez l'agrandissement très sombre et la couleur du ciel avec le vernis très jauni. Vous pouvez aussi, je ne sais pas, ben non, ça ne se voit pas parce que la photo est très sombre, mais là je la vois très bien sur l'écran. Vous avez la déchirure visible avec le repeint sur la déchirure dans le ciel. À gauche, vous avez les écritures, donc qui se sont révélées être a priori rapportées dans un premier temps, mais on a conservé le vernis périphérique parce qu'en fait, la décision là a été un petit peu plus délicate, à savoir est-ce qu'on allait les conserver ou est-ce qu'on allait les retirer. Photo suivante, s'il vous plaît. Ici, on aborde la question des repeints qui étaient non visibles avant restauration, c'est-à-dire les repeints pour lesquels on n'avait pas d'informations au préalable par rapport à leur existence. Il y avait les voiles de pudeur, la chemise
du poète, la manche et le front, entre le front de Virgile et le bras du Pouty, il y avait aussi un repeint. Et donc, cet ensemble a été, lors de l'enlèvement du vernis, enfin de l'allègement du vernis plutôt, il a été décidé de les conserver pour se laisser le temps de la réflexion et des recherches un petit peu par rapport à ces repeints. En fait, ce sont des surpeints puisqu'ils sont sur la peinture originale. Enfin, ça, c'est ce qu'on a découvert après. La photo suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez une vue rapprochée donc, au sujet justement de la réversibilité de ces surpeints stylistiques, c'est-à-dire qu'avant nettoyage, on a fait un tas d'études au microscope, on a essayé de voir d'un peu plus près comment était constitué ce matériau, et à l'observation, on a remarqué que ces surpeints étaient d'une matière très hétérogène par rapport à la matière de Poussin, qui est en général une matière très tendue, très opaque, avec des stries de pinceau très visibles. On avait vraiment un décalage très fort entre cette matière et celle de Poussin. En plus, il y avait des vernis intermédiaires et on avait aussi le réseau de craquelures qui était masqué par ces repeints. Donc, la décision a été prise de les enlever et on restitue, après nettoyage, une visibilité de la chevelure de Poussin. Et c'est vrai que le rapprochement entre la tête du poète et du bras du Pouty, on n'a pas très bien compris pourquoi il y avait eu ce repeint à cet endroit-là. En fait, c'était un peu bizarre. Photo suivante, s'il vous plaît. Là, par contre, c'était beaucoup plus visible par rapport à la manche, où on a vraiment une restitution de la manche qui est plus naturelle par rapport à la texture de la peinture, et surtout, toujours ces mêmes arguments, avec des vernis intermédiaires, une matière plus diffuse, et complètement différente par rapport à la matière de Poussin. Encore plus visible par rapport au chemisier du poète. Ici, avec la matière, on voit très bien qu'une fois enlevée, on n'a aucun fantôme pratiquement du repeint. Ça, c'est un argument supplémentaire. Photo suivante, s'il vous plaît. Ici, alors la vision de la radio, c'est intéressant parce qu'en fait, on a pu aussi trouver des indices qui nous ont poussé à croire qu'en fait c'était aussi des repeints, des surpeints, c'est les repeints de pudeur. Quand on voit par exemple les repentirs de Poussin qui sont très nettement visibles sur la radio, avec la bretelle de terpe et son chemisier, ou encore plus le Pouty en arrière-plan qui sort vraiment, comparé aux voiles de pudeur, on les voit mais ils sont absolument quasi invisibles, notamment la chemise du poète qu'on ne voit pas. Donc ça, c'était aussi un élément qui a pesé dans la balance de l'enlèvement des surpeints. Alors, photo suivante, s'il vous plaît. Ici encore, pour montrer justement cette différence de matière, dans le sondage qui avait été effectué dans le voile de pudeur du Pouty dans le ciel, on avait tout de suite remarqué que dans cette allumette, à l'intérieur, en faisant une observation rapprochée, qu'on n'avait aucune trace même d'une composition primaire ou même de marque de ce voile de pudeur. C'est-à-dire qu'en fait, on avait aussi une réaction des matériaux lors de l'allègement du vernis qui était très étonnante par rapport à la réaction de la peinture de Poussin. C'est-à-dire qu'il y avait une réactivité très forte. On a eu vraiment aucune difficulté à les enlever quand on a pris la décision de le faire. Il y avait juste dans les abattements où il fallait un petit peu dégager mécaniquement sous contrôle visuel. Je vous montre aussi la photo après, qui renforce encore... Non, j'ai pas dit suivant, j'ai dit qu'on restait sur la photo. Voilà. Et merci. Et donc, en fait, ici, ce que l'on voit et qui est très important aussi, c'est que dans le Pouty, donc dans le ciel, on voit que les ombres de Poussin sont des ombres colorées, ce sont des ombres lumineuses. Dans les voiles de pudeur, on n'a absolument pas cette qualité de matière. C'est une autre main. Enfin, ça nous a semblé, à force d'observer et de faire des recherches, de plus en plus évident, et notamment pour le voile de pudeur dans partie basse, où ça avait été repris. Je pense qu'il y avait eu un réaccord, il y avait eu une usure de ces voiles de pudeur lors d'un précédent nettoyage, et on voit très bien que l'ombre portée du voile de pudeur sur la cuisse
n'a aucune correspondance avec les ombres portées de Poussin, qui sont des ombres portées avec des démodélés beaucoup plus fins et progressifs. Voilà, photo suivante, s'il vous plaît. Ici, on va parler justement maintenant les problèmes des agrandissements et de la réversibilité des repeints et des surpeints stylistiques. C'est-à-dire qu'en fait, ici à gauche, vous avez un essai qui avait été fait à cheval entre l'agrandissement et la peinture de Poussin. Et on voit très bien qu'on a un bleu du ciel de Poussin beaucoup plus lumineux que dans l'agrandissement. Et on a ici, on voit la limite du tableau qui apparaît avec des enduits qui sont visibles sur ce joint. La photo à droite, c'est une fois l'enlèvement des repeints. Alors là, c'était très intéressant parce que justement, une fois ces repeints une fois les vernis allégés sur la peinture de Poussin et dans l'agrandissement, on a vu apparaître les feuilles d'une mise en place originale de la couronne tenue par le putti dans la main droite du putti. Même chose pour la couronne tenue dans la main gauche du putti. On voit très nettement les feuilles de l'agrandissement ne correspondent pas du tout sur le plan stylistique et au niveau même de forme par rapport aux feuilles de la couronne de Poussin. Donc ça, c'était des premiers éléments qui nous ont donné vraiment des informations très importantes par rapport à la suite de l'intervention sur les agrandissements. Photo suivante, s'il vous plaît. Ici, dans la documentation du Louvre, on a vu deux copies. Donc, une première copie dont on a la trace parce qu'il y a eu une vente, la vente Galliera en 1970, et l'autre copie qui était dans une collection anglaise et qui sont très intéressantes par rapport à la proposition, par rapport à la nature de la forme de la couronne tenue par les puttis, et aussi ce qui était intéressant, c'était par rapport à celle de la vente Galliera, c'est qu'il y avait des voiles de pudeur, mais un dessin complètement différent. Et le putti au premier plan avait un carquois, ce qui n'était rien à voir avec la peinture de Poussin. Mais c'est intéressant parce que justement, il y a une trace là, à la fois par rapport aux voiles de pudeur, qui était à un moment visible. Par contre, celle de la collection anglaise, elle est fidèle à la peinture de Poussin. Il n'y a pas de rajout ni de voile de pudeur et les couronnes sont dans une mise en place initiale. Photo suivante, s'il vous plaît. Ici, on a fait un rapprochement entre la couronne de la copie Galliera. Donc, on voit très nettement qu'il y a une proposition complètement différente de l'orientation de la couronne. Elle est vue en perspective et non en verticale, comme sur le repeint du tableau du Louvre. La radiographie, je l'ai rapprochée de la copie Galliera parce qu'en fait, si on fait un travail de superposition, on verra très bien que les couronnes de la copie Galliera correspondent aux couronnes qui sont sous les surpeints sur la peinture de Poussin. Photo suivante, s'il vous plaît. Ici, donc, dans la progression du travail, là, on est dans la réversibilité, la retraitabilité des repeints et surpeints stylistiques, c'est-à-dire qu'en fait, la décision, on nous avait demandé de faire une proposition par rapport à cette couronne. Donc, on a fait un travail de simulation avec l'aide d'un logiciel et de traitement d'image. Et l'étape donc de droite, c'est le tableau une fois nettoyé, on avait masqué les repeints de la couronne précédente pour les conserver. Et on a fait la proposition de restitution ici avec des photographies appliquées sur le tableau. Donc ça, c'était pour permettre de visualiser un peu le projet et d'aider à la décision de la restitution de ces couronnes. Photo suivante, s'il vous plaît. Ici, donc, on a une mise en place. Alors, donc, une fois que le choix avait été fait de rétablir ces couronnes dans cette perspective, c'est-à-dire
un peu comme c'était à l'origine, mais en essayant de tenir compte aussi de la spatialité des couronnes, parce qu'en fait cet agrandissement, c'était un agrandissement on n'avait pas la dimension d'origine. Donc cet agrandissement, il avait été fait, et il était décidé depuis le départ qu'il serait conservé parce qu'on ne reprendrait pas l'intervention sur le support. Et donc il a fallu proposer une restitution, sachant aussi que le cadre par la suite permettrait de masquer une partie de cet agrandissement, ce qui rétablirait un petit peu la proposition initiale de Poussin. Donc ici, vous avez la mise en place à droite et la proposition de reconstitution terminée des couronnes. Donc voilà, à l'issue de cette intervention, ce qui a été intéressant, c'est de pouvoir à la fois faire une recherche de documentation et documenter notre intervention pour qu'elle puisse être traçable. Voilà, maintenant je passe la parole à Clarisse. Alors, photo suivante. Donc c'est le tableau après restauration dans son cadre. Photo suivante. Donc pour conclure, la restauration s'est inscrite dans une démarche collective et interdisciplinaire. Le suivi et les décisions de restauration ont été accompagnés par les visites du département des peintures du Louvre, celle de la commission du Louvre et celle d'historiens, à quoi s'ajoute l'expertise du C2RMF et celle des restaurateurs. Ces décisions ont été adaptées et documentées pour chaque cas de repeint et de surpeint par une approche déontologique et critique. Je vous remercie.